Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Et bien voilà, nous y sommes en cette nuit de Noël. Je doute que vous écoutiez Europe 1 ce soir en famille. Alors si ceux qui nous écoutent en ce moment sont seuls, je vous invite à nous rejoindre à l'antenne. Cette émission est en direct, elle est à vous, un lieu d'échange et d'entraide. Et je souhaite que ce soit particulièrement vrai ce soir pour vous tous. Quant à moi, je suis heureuse de passer ce moment particulier avec vous. J'aimerais que nous puissions échanger un peu de joie, un petit air de fête, que vous racontiez, une fois n'est pas coutume, ce qui vous rend heureux, ce qui vous fait rire, que l'on partage aussi votre tristesse si elle est trop lourde à porter ce soir. Et à plusieurs, elle sera plus légère. Mais surtout, à tous ceux qui se sentent seuls ce soir, je tiens à leur offrir la chaleur de ma voix, de ce studio d'Europe 1, où nous vous accueillons au standard du 3921. Vous pouvez tout nous confier, je suis là pour vous répondre et pour vous aider. Corentin et Quentin prennent avec une oreille tout attentive vos appels au 3921 et c'est Fabrice Fougerouz qui réalise avec talent cette émission. Et à tout moment, si vous souhaitez dialoguer avec un auditeur, vous pouvez nous joindre pour intervenir en direct à l'antenne en appelant le 3921. Vous pouvez aussi nous envoyer un texto au 73921 code nuit en majuscule, ou vous pouvez également nous écrire sur le site europe1.fr pour nous donner votre opinion, vos points de vue, réagir à un témoignage. N'hésitez pas à poser toutes vos questions au 3921, j'attends vos appels. Europe 1. Sophie Peters. Et puis en cette nuit de Noël, je voulais partager avec vous le message d'une auditrice sur Facebook, Cécile, qui a envoyé un très joli message cet après-midi qu'elle souhaitait que je lise à l'antenne. Et je pensais le faire d'ailleurs en lisant son message. Elle dit: j'ai mis à ma fenêtre 3 bougies pour 3 raisons, qui sont une bougie pour penser à tous nos soldats qui ce soir sont loin de chez eux, et une pensée particulière à ceux qui sont, ainsi qu'à leurs familles et aux blessés qui sont loin, à l'extérieur. Une deuxième bougie pour avoir une pensée pour les enfants malades qui sont hospitalisés, ainsi que pour les adultes et leurs familles. Et puis une dernière bougie pour dire que je pense à toutes ces personnes qui sont dans la rue, sans domicile, et qui méritent qu'en ce soir de réveillon, nous puissions juste le temps d'un instant penser à elles. Et puis aussi, pour ce réveillon de Noël, dire merci à toute l'équipe d'Europe 1 de la Libre Antenne, nous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année, ainsi qu'aux auditeurs. Eh bien, c'est fait, Cécile, et merci à vous. Je sais que vous nous écoutez ce soir, je sais que vous êtes nombreux aussi, seuls, chez vous, dans vos foyers. Merci pour tous vos messages aujourd'hui sur la page Facebook, et nous sommes très heureux, Quentin, Corentin, Fabrice et moi-même, d'être avec vous ce soir, en ce soir de réveillon. On ne se quitte pas. Bonsoir Hervé. Bonsoir Sophie. Bienvenue. Ravi d'être là, de partager ce moment avec vous. Merci. Parce que je vous avais déjà appelé, je voudrais vous remercier déjà. Mais avant de vous remercier, le message de Cécile est formidable. Oui. Je trouve que c'est ce que je voulais dire moi aussi, parce que moi je suis seule, je suis non-voyant. Je ne fais pas Noël, mais moi j'ai un toit, j'ai du chauffage, j'ai de quoi manger. Et je pense à tous ces gens qui souffrent, qui sont dans la précarité, qui n'ont pas... Et certains qui ont du travail, mais qui n'ont pas de logement. Il ne faut pas l'oublier, ça. Ouais. Voilà, tous ces gens qui sont dans la souffrance. Ouais, voilà, merci. Je pense à tous ces gens. Ouais, alors évidemment, moi, je n'ai pas allumé de bougie, quoi que ce soit, mais c'est dans mon cœur. Mais le cœur y est, oui. Voilà, mais chacun prend les moyens. Et je remercie Cécile pour ce qu'elle a. Elle vous a laissé comme un message.
Merci C'est vraiment à vous. formidable. Voilà. Des gens quand même, il y a des gens qui sont humains, heureusement, ça Oui. existe encore. Mais oui, on a besoin, et d'ailleurs les ondes de radio, les bonnes ondes de la radio Voilà. d'Europe 1 sont là aussi pour diffuser de la chaleur et puis pour nous rappeler qu'on forme tous une puis, grande chaîne. Voilà. Et puis il faut savoir que Europe numéro 1 est une radio formidable. Je l'ai dit à Corentin d'ailleurs parce que Merci. je vous aime bien à tous. Oui. J'écoute aussi Caroline Dublanche, Caroline Veil. Oui, elle sera là lundi soir. Voilà, je sais. Et la nuit du je suis au 31, courant. voilà. Et puis une que vous aviez vue cet été, Catherine Blanc, je Oui, crois. exactement. Ah, que j'adore. Mm. Voilà, je ne sais pas si elle est à l'écoute ou quoi, je lui fais un gros bisou parce que je la trouve formidable aussi. Mais vous êtes une équipe formidable de toute façon. Merci. Voilà. Hervé. Alors, Sophie, ce que je voulais vous dire, vraiment, même si je suis non-voyant, vous m'avez ouvert les yeux, vous m'avez éclairé c'est joli, par ça. rapport. Je vous ai parlé d'une amie que j'avais connue sur un réseau, que je nommerai pas d'ailleurs, hein. C'est pas utile, hein, n'est-ce pas? Non. Voilà. Et donc, cette personne a profité de moi. Je dis bien profiter parce qu'elle avait le permis de conduire. Elle habitait qu'à 60 km de chez moi et elle utilisait les transports en commun, c'est-à-dire le train plus le bus à Toulouse pour venir dans mon village. Voilà, je n'en dirai pas plus. Et je lui donnais chaque fois 30 euros. Donc, je lui payais largement Je le me transport. souviens très bien. Ouais. Voilà. Et puis, bon, de toute façon, on n'a jamais discuté de musique, jamais, alors que moi, j'adore la musique, parce que je suis musicien en même temps. Enfin, amateur, hein, quand même. Je joue de l'harmonica, voilà. C'est joli l'harmonica. C'est plein de sons avec la bouche en plus. Ouais. Vous voulez que je vous fasse un petit air après? Si vous voulez. Oui. Oui, mais bon. Alors, je continue. Si vous voulez, cette dame, bon, si vous voulez, elle était très gentille. Je sais pas, bon, parce que moi, je suis quelqu'un de très généreux. Bon, je lui avais proposé, évidemment, de partager un petit peu les frais, ce qui me semblait tout à fait normal, puisque c'est elle qui se déplaçait. Mais quand elle arrivait le matin, à 10h15, 10h20, elle avait son petit café sur la table installée et tout, et elle repartait dans l'après-midi. C'est-à-dire qu'en 11 mois de relation, nous n'avons jamais passé un week-end ensemble. Complet. Oui. Jamais. Ce qui dit beaucoup de la relation. Hein. Comment? Ce qui dit beaucoup de la relation Voilà, ou de la voilà. qualité de la relation. Ouais. Alors elle n'arrêtait pas de me dire que j'étais un homme formidable, que j'étais ceci, que j'étais cela, qu'elle m'aimait très fort, mais bon, moi écoutez, mes finances ont commencé là à baisser à baisser énormément. Et 30 euros chaque fois. Vous savez, au début, elle venait qu'une fois par semaine. Après, c'était 2 fois et 3 fois. Alors, je trouve pas le mot, aidez-moi. Oui, vous voulez dire que si à chaque fois vous dépensez Si vous 30 euros, égalisez, voilà. ben oui, bien voilà, sûr. c'est ça. Ça me faisait 240 Mais oui, plus par mois. bien sûr. Alors que j'ai un crédit encore que j'ai fait parce que j'ai fait des transformations dans ma maison, voilà, parce que je suis propriétaire de ma maison, donc j'ai senti que je ne pouvais pas continuer comme ça, quoi. Voilà. Et c'est ça quand vous dites que je vous ai ouvert les yeux, j'adore la formule, c'est magnifique. C'est ce que vous avez compris suite à notre échange, de dire je peux pas continuer comme ça et. Oui. Il faut que j'arrête le train finalement, le train de Toulouse, oui. Malgré que tout ce qu'elle pouvait me faire comme compliment, hein. Oui, mais vous savez. Savez-vous, oui. pardon, Sophie, excusez-moi. Oui, je vous en prie. Savez-vous qu'elle voulait qu'on reste amis et j'ai pas voulu. Parce qu'elle m'a dit, écoute Hervé, si tu veux, de temps en temps, je pourrais venir te voir, gna. Je lui ai dit non, si c'est uniquement que pour le sexe, ça ne m'intéresse pas. Oui. Voilà. C'est bien que vous disiez ça à l'antenne, Hervé, parce que c'est important, vous voyez, que vous le disiez, parce qu'il y a beaucoup de femmes, voilà, qui ont des croyances sur les hommes en pensant que, ils en veulent qu'au sexe et tout. Voilà. Et du coup, je trouve ça bien que vous puissiez dire, non, moi, il n'y a pas que ça qui compte. Oui, parce que, chaque fois, vous savez, moi, je vais vous dire, actuellement, je suis seule, je n'ai personne. Mais moi, je n'ai pas du tout l'intention dans les médias de me remettre avec quelqu'un.
Ce que je voudrais, c'est pouvoir rencontrer quelqu'un qui accepte de vivre une vie chacun chez soi et se voir régulièrement. Partager des On moments. apprend à se connaître comme ça. Et voir comment un non-voyant vit chez lui. Oui. Parce que je cuisine et tout, hein, je me débrouille très bien. Hein. Oui. Je suis un homme très propre, maniaque même. Voilà. Et ça, elle me le disait. Elle me disait, t'es bon à marier. Écoutez, j'ai été marié déjà une fois. Hein. J'ai 3 enfants, 2 de mon ex-femme et un troisième que j'ai eu avec mon ex-concubine, avec qui justement on a fait construire la maison, avec qui je suis resté 14 ans, que j'ai quitté. C'était une femme adorable, qui savait gérer, tout honnête, mais c'était une infomane. Voilà. Elle disait qu'elle était très heureuse avec moi, mais bon, vous voyez ce que je veux dire. Mais pas vous. Vous avez tout compris. Elle avait besoin d'aller voir ailleurs. Voilà. Et ça vous rendait malheureux, du coup. Et donc, je l'ai quittée en 93. Oui, donc ça veut dire qu'une femme qui c'est dangereux pour vous, enfin, une femme qui serait trop attachée juste à une relation sexuelle, c'est le risque de retomber encore sur le même profil et vous faire souffrir. Ce que je ne veux pas, surtout, c'est que j'ai quitté une femme aussi parce qu'au départ, je pensais qu'elle m'aimait par amour, mais c'était pas de l'amour, c'était de la pitié. Et ça, je n'accepte pas. Votre première femme? Votre première épouse? Non, c'était une autre D'accord. que j'ai connue après. C'est-à-dire qu'elle voulait vous sauver alors que vous êtes très autonome. Ah oui, c'est ça. Tout à fait. Et j'ai apprécié Fatima, vous vous rappelez Fatima que vous avez eue? Oui. Alors je lui dis à Fatima, il faut qu'elle ait du courage, de la volonté et ne pas tenir compte de ce qu'on peut penser par rapport à son handicap puisqu'elle a perdu la vue. Hein, c'est cela, je crois, hein, de quoi il s'agit. Bon, je comprends que pour son entourage, c'est difficile peut-être pour l'instant, mais ils s'y feront quand ils verront qu'elle s'assume très bien et qu'elle est très indépendante. Parce que savez-vous que moi j'ai connu ça? Parce que j'ai perdu la vue, j'avais 14 ans. Et comme je suis fils de paysan, ma mère, elle avait peur quand je sciais du bois, quand je m'occupais de... Bien sûr, Voilà, que je faisais tout un tas de choses à la ferme. Elle ne voulait pas. Mais moi, je ne l'ai jamais écoutée, ma mère. Je m'engueulais même des fois avec elle. Je lui disais, mais maman, attends, je ne veux pas rester inerte, là, le cul sur une chaise, un parapluie-moi. Et qu'est-ce qui vous a fait devenir aveugle à 14 ans, Hervé? Alors, c'est de naissance. Enfin, c'est... Ah, c'est comme une dégénérescence depuis la naissance? Cataracte. Oui, d'accord. Très jeune. Mes parents, si vous voulez, se sont rendus compte très tard de mon handicap. J'avais 5 ou 6 ans déjà quand j'avais ce problème visuel, quoi. Voilà. Mais vous savez, je vais vous dire, quand on me dit c'est malheureux de ne pas y voir, savez-vous ce que je dis, moi, à ces gens? Je dis, moi, ce qui m'attriste, ce qui me désole, c'est de voir des gens qui ont des yeux pour voir et qui ont de la merde dans les yeux. Oui, qui voient rien, en fait, qui voient sans voir. Comme d'écouter, d'entendre sans écouter ou d'écouter sans s'entendre, ça dépend le sens qu'on met derrière les mots. Voilà. Et d'ailleurs, peut-être quand vous dites, je l'ai quittée alors que pourtant elle disait plein de phrases et plein de jolis mots, mais en fait les actes n'étaient pas là. Peut-être que aussi vous, dans votre monde intérieur, le fait que vous entendez autre chose, et peut-être que justement, juste les paroles là, ne pouvaient pas vous suffire. Mais oui, mais au début, et elles suffisent rarement d'ailleurs entre nous. Oui, tout à fait. Oui. Au début, si vous voulez, je buvais ces paroles. Mais oui, ça fait du bien. Je croyais sincère. Mais comme il n'y avait pas d'action, mais c'est grâce à votre émission, quand je suis passée dans votre émission, que j'ai tout compris, quoi. Oui. Il fallait pas que je poursuive dans cette voie-là. Et comment vous vous sentez depuis cette rupture, alors Hervé, justement? Alors très très bien. Ah oui. Très bien, parce que aucun regret. Oui, donc c'était juste alors. Ça veut dire que c'était juste. Oui. Voilà. Mais moi, mon but, si vous voulez, c'est de reconstruire, de faire quelque chose avec une femme. Mais il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, comme je dis. Il faut apprendre à se connaître. Mais c'est vrai que j'aimerais bien rencontrer quelqu'un de correct, de bien, quoi, qui a envie de construire quelque chose et qui aime la nature surtout, parce qu'étant fils de paysan, moi, je suis pas du tout un mec de la ville. J'adore la campagne. Ouais. Voilà. Donc, vous vivez à la campagne d'ailleurs? C'est pas du tout la campagne, on va dire. C'est un village de 2400 habitants, mais j'ai la forêt qui est à 50 mètres de chez moi. Voilà, c'est un lotissement paisible, tranquille, où il n'y a pas de bruit. Et vous êtes dans quelle région? Dans l'Ariège.
Dans l'Ariège. Beau département. Et ce soir, vous n'êtes pas avec vos enfants? Ils sont grands? Non. Alors je vais vous dire, j'ai 3 enfants, hélas. Mais bon, je ne les vois pas. Je ne sais même pas pourquoi. J'aurais aimé qu'on m'explique pourquoi mes enfants me renient comme ça, me rejettent. Mais je n'ai pas d'explication, voyez-vous. Ah, vous les voyez plus, là? Non, pas du tout. Et je ne connais même pas mes petits-enfants. Alors, vous voyez, malgré tout, je ne me plains pas. Je ne vais pas me vous en suicider pour souffrez autant. beaucoup, Hervé? Comment vous en souffrez de cette situation? Vous savez, j'en souffre intérieurement, bien sûr. Bien sûr. Mais bon... Oui, surtout sans explication. Je suis robuste, je suis téméraire, je suis un homme de combat, je ne baisse pas les bras et je me dis que la vie, elle continue malgré tout. Quoi. Oui. Est-ce qu'ils ont peut-être voulu, je ne sais pas, être loyaux envers leur maman? Mais vous savez, souvent, je vais vous dire, les enfants sont ingrats et je sais très bien que je ne suis pas le seul dans cette situation-là. D'autres beaucoup, oui. la vivent autant, peut-être plus que moi, peut-être, je ne sais pas. Enfin, on n'est pas là pour faire... bon. Mais moi... Même si j'en souffre, je passe au-dessus. Je me dis que la vie continue et que, après tout, on ne fait pas des enfants pour soi, c'est sûr. On n'est même pas au monde pour soi, parce que un jour les enfants volent de leurs propres ailes. Malheureusement, où ça se passe bien, où ça se passe mal dans les familles, c'est ce qui s'est passé. Parce que sachez, je vais vous dire une chose quand même, c'est que ma fille, à l'âge de 16 ans, puisqu'on s'est séparés avec ma femme après 4 ans et demi de mariage, à l'âge de 16 ans, elle a voulu venir vivre avec moi. Oui. Je l'ai acceptée. Elle est restée jusqu'à 18 ans. Je me suis occupé de tout, même à lui trouver un boulot. Voyez-vous? Et aujourd'hui, elle me renie. Et vous n'avez pas... Depuis combien d'années? Depuis combien de temps? C'était en 96. Oui, 10 ans alors. Oui. Et vous n'avez pas le sens... Il n'y a rien pour vous raccrocher pour... Non, mais vous savez... Vous avez essayé de la recontacter? Je ne veux pas remuer... Non, parce que... Pourquoi? Des fois, on me dit, prends-moi un avocat. Non, pourquoi un avocat? Non, je demande juste si, en 10 ans, vous avez essayé de la recontacter ou de renouer contact. Demander à avoir le droit de visite par rapport à mes enfants, quoi, avoir un droit de visite. Oui. Elle était majeure. Elle est partie à 18 ans, elle était majeure. Oui. Oui. Donc, il n'y a pas de loi... De toute façon, elle n'a pas d'enfant, de toute façon, parce qu'elle m'a toujours dit, tu sais, papa, moi, de toute façon, je n'aurai jamais d'enfant. Ce qui est vrai, d'ailleurs, parce que je le sais par intermédiaire un petit peu de ma famille, comme ça. Voilà. Après, mes 2 autres enfants que j'ai eus avec... j'ai rien dit. Lui, il a un petit garçon. Et mon dernier que j'ai eu avec mon ex-concubine a une petite fille. Donc je ne connais pas mes petits-enfants. Voilà. Oui. Et c'est pas quelque chose que vous cherchez en tout cas à recontacter ou renouer pour vous? Non, parce que la confrontation me fait peur. Oui, je comprends. Voilà. Mais vous craignez quoi? De vous entendre dire des choses qui vous feraient mal? Bien sûr, mais vous savez... Écoutez, ils ne vont même pas dans la famille, mes enfants. Vous voulez dire que leur mère non plus, ils ne la voient pas? Non. Ah, ils ont coupé tous les ponts côté parents. Absolument. Parce que vous êtes toujours en contact avec leur maman? Comment, pardon? Vous êtes toujours en contact avec leur maman? Ah non, pas du tout. Non, d'accord. Parce que vous me dites qu'ils ont coupé les ponts. Non, je suis ni en contact avec mon ex-femme, ni en contact avec mon ex-concubine. Oui, d'accord. Non, comme vous me dites, ils ont coupé les ponts avec tout le monde, je me posais la question de savoir si vous aviez d'autres informations. Voyez mon fils, le dernier, là, moi je ne citerai pas son prénom, qui s'est marié il y a 2 ans, je n'ai pas été invité à ce mariage. Voilà. C'est triste aussi pour eux, parce que quand ça parle des parents, ça parle d'eux aussi. Bon, c'est sûrement lourd. Bon, ça appartient à chacun. Ça n'a pas à être jugé. Enfin, vous savez, de toute façon, j'ai la chance. Je ne sais pas ce que c'est la déprime, parce que je suis quelqu'un de téméraire. Je suis quelqu'un de courageux qui me suis toujours battu. J'ai beaucoup trimé dans ma vie parce que je vais vous dire, évidemment, j'ai appris le braille, tout ça. J'étais dans une école spécialisée pour ça à Toulouse.
Et j'ai appris mon métier, c'était vannier, la vannerie, vous savez. Ah oui, c'est Hôtel. magnifique. Ah, Voilà, ouais. je faisais le canage, le rempagage de chaises, matelas, c'est super. Ouais. brosse aussi, tout ça. Voilà, j'ai vécu avec ça, avec ce métier-là, quoi. Ouais. Et aujourd'hui, je suis à la retraite, puisque j'ai 65 ans, mais vous ne me les donnerez pas. Bah non, même Alors, la je vais voix. vous faire rire, Sophie, à plus. Oui. Parce que j'ai beaucoup d'humour. Oui. Alors, vous savez, parce qu'on me dit, ouais, t'as une voix jeune, Hervé, tout ça, gna 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 gna. Je dis, ouais, peut-être. Mais attends, tu n'as pas 65 ans? Je dis, si, j'ai 65 ans, je suis né en 51. Mais t'as pas les cheveux grisonnants encore. Mais j'ai dit, mais c'est normal, j'ai pas de soucis. Oh bah quand même, hein, dans ce que vous nous racontez. Bon, mais j'entends que vous êtes philosophe et que vous êtes philosophe. Il faut, vous avez raison. Et en plus, oui, Hervé. Est-ce que vous avez envie que, donc, pour faire plaisir aux auditeurs, parce que j'ai envie de faire un petit cadeau à ceux qui sont là, qui vont peut-être sûrement apprécier, faire un petit coup d'harmonica. Allez, c'est le soir de Noël, Hervé, donc on vous accueille avec plaisir avec votre harmonica à l'antenne. Je vais jouer la gigovergnate. La gigovergnate. Voilà. Allez, c'est parti, Hervé, en direct sur Europe 1, 23h24. C'est comme un disque, je vous lance, Hervé, la gigovergnate. Allez, hop. On y va. Oh, bravo Hervé, magnifique. Alors je peux vous dire, parce que vous ne voyez pas, mais moi je les vois, il y avait Corentin et Jonathan qui sont là derrière la vitre et ils dansaient. Voilà, ils dansaient pendant que vous jouiez de l'harmonica. Donc j'ai eu la gigovergnate dans le casque et en direct avec les garçons qui dansaient en face de moi. C'est magnifique. Super, super. Merci Hervé d'avoir mis beaucoup de gaieté dans cette émission. Oui. Si quelqu'un veut mon numéro de téléphone, il n'y a pas de souci. Bah, bien sûr, voilà, avec plaisir. Il y a des gens qui sont intéressés pour dialoguer avec moi. Bien sûr, on le donnera. Merci de nous avoir appelés ce soir de Noël, Hervé. Et bravo, merci pour votre gigovergnate à l'harmonica. C'était Hervé sur Europe 1. Merci, voilà, encore Sophie. mieux qu'un disque. Merci à vous. Embrasse. Je vous embrasse. Bon Noël. Au revoir, Merci Hervé. à vous aussi, au revoir. à toute l'équipe. Merci. Au revoir. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. C'était Band Aid. Noël est là, une bande d'artistes qui chantent Noël juste pour vous sur Europe 1. Bonsoir Roselyne. Ah, bonsoir Sophie. Bienvenue. Bien, je suis contente de vous avoir Sophie. Oui, moi aussi. Parce que je vous entends pas très bien. Ah, mais moi je vous entends très bien. Vous êtes à l'antenne d'Europe 1, Roselyne, et on vous entend bien. Oui. Oui. Alors je vais vous expliquer une chose. Je suis passée à l'antenne il y a 3 semaines parce que je cherchais un gentil compagnon, bien sur tout rapport. Donc j'ai trouvé le compagnon. Il a laissé son numéro de téléphone à l'antenne et puis moi j'ai à l'antenne pour qu'on me le donne. Donc moi j'ai téléphoné à ce monsieur. Jusqu'à aujourd'hui ça allait très bien. Je parlais même que j'aimerais bien me marier, mais il dit pourquoi pas. Et puis hier il m'a annoncé qu'il avait une copine et qu'il allait passer une semaine et demie chez elle. Alors je me demande quel est mon rôle dedans. Quel est mon rôle? Ben, vous pensez que vous avez un rôle à jouer, Roselyne, là? Non, mais non. Est-ce que je dois continuer ou arrêter? Bah, d'après vous en pensez quoi? Il vous annonce qu'il va passer
Une semaine chez une autre copine. Oui. Et vous parlez mariage, vous avez envie de vous lier à quelqu'un qui n'est pas là pour vous et qui est manifestement aussi avec quelqu'un d'autre. Bah oui. C'est pas, j'allais dire, c'est pas très respectueux pour vous-même de vous laisser comme ça traiter par ce monsieur qui tout d'un coup a l'air de pas savoir où est son cœur. Il m'a répondu, on se connaît pas, on se connaît que par téléphone. Ben c'est sûr que vous allez pas vous marier et faire une vie en vous connaissant que par téléphone. Vous êtes jamais rencontrés? Non. Bah Roselyne, ça me paraît difficile, non, de vivre avec quelqu'un sans s'être jamais vu. Non? Oui, c'est vrai, mais c'était convenu qu'ils viennent passer les fêtes de Noël avec moi. Oui. Alors elle a dit, moi j'ai des papiers de retraite à faire, je peux pas. Mais en plus, il vous a dit qu'il partait avec quelqu'un d'autre, non? C'est ça, oui, la semaine prochaine? C'est ça. Oui. Bah vous êtes très déçue. Oh bah il y a de quoi, oui. Bah oui, vous vous attendiez à passer Noël avec lui ce soir? Oui. En même temps, Roselyne, mais je le dis pour tous les auditeurs, ceux qui nous écoutent, la Libre Antenne, c'est pas un site de rencontre, donc on vous met quelquefois, voilà, vous laissez votre numéro en relation. Bon, après, vous entretenez des correspondances, soit par mail, soit par téléphone, mais voilà, ça peut être de l'amitié, ça peut être toute chose, de l'aide, mais on n'est pas là. Bon, si ça arrive, j'allais dire pourquoi pas, et quelquefois tant mieux pour les auditeurs. Mais là, vous avez l'air de me dire, tiens, mais comment ça se fait que, là, il y a monsieur manifestement. Vous êtes allé très loin, il me semble, dans la discussion, parce que vous parlez mariage sans vous être jamais vus, l'un comme l'autre. Je parle pas juste de vous, Roselyne. Et du coup, ça paraît pas très réaliste par rapport à ce qui est vécu, par rapport à la réalité, justement. Ah oui. Alors je me demande aujourd'hui... C'est que vous aviez envie d'y croire, vous vous sentez très seule, donc ça vous faisait très plaisir, j'imagine. Ah oui. Aujourd'hui, quels sont mes recours, quoi? Est-ce que je dois continuer? Est-ce que je dois reculer? Je ne sais pas. Oh bah il faut que vous soyez pas très contente quand même, Roselyne. Non, je suis pas très contente. Bah non. oui, il faut peut-être le manifester, non? Bah oui. On peut pas être là roucoulé au téléphone et puis tout d'un coup et dire non, j'ai mieux à faire. Soit il a envie de vous voir, soit il n'a pas envie de vous voir, mais que les choses soient un peu plus claires pour vous, parce que sinon vous êtes dans l'attente et c'est douloureux pour vous. Bah oui. Oui. Donc je pense que vous avez toutes les raisons de ne pas être très contente et de manifester. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Oui, c'est vrai, Sophie. Ah oui, je suis très déçue. Mais oui, vous êtes très triste. Alors j'ai dit, ces papiers de retraite avec moi c'est ça, mais avec ta copine ça sera pareil. Oh, il me dit j'ai mon fils, il va s'en occuper. Alors je dis et moi, il me dit toi, comment j'allais dire, pas pour l'instant. Toi, pas pour l'instant. Toi, tu passes ton tour. Toi, ce sera plus tard. Oui. Oui. Moi, c'est pas très. Vous avez peut-être besoin de quelqu'un d'autre, Roselyne, non? Peut-être. Mais oui, c'est vrai que quelquefois, on n'a tellement pas envie d'être seul, c'est tellement douloureux qu'on est prête ou prêt à accepter quelqu'un dans sa vie pour pas être tout seul. Et en même temps, quelquefois, ça nous rend encore plus malheureux. Donc, il faut aussi savoir être bon pour soi-même, dans le sens choisir, avec délicatesse, avec beaucoup de j'allais dire de justesse, la personne qui nous convient. Oui. Sinon, tout le monde ne peut pas vous convenir. Pareil pour lui d'ailleurs. Oui, oui. Mais bon, c'est vrai que la solitude n'est pas toujours très bonne conseillère et quelquefois on en a assez. C'est peut-être votre cas, Roselyne. Oui, c'est mon cas, oui. Oui. Mais moi, je cherchais un compagnon libre, bien sûr, sur tout rapport. Ce monsieur-là, il m'avait dit, moi, je suis libre, j'ai personne. Il était séparé de sa femme il y a plusieurs années. Oui. Il avait un fils et une fille. Il côtoie le garçon, mais la fille, ils sont en guerre avec son père. Oui, mais là, manifestement, il vous dit qu'il est parti avec quelqu'un d'autre pour quelques jours, c'est ça? Il s'en va la semaine prochaine pour une semaine et demie chez
Chez la copine. Chez une copine? Sa copine? Sa copine. Bah, Roselyne, alors qu'est-ce que... Et vous vous demandez quelle place vous devez avoir? Bah oui. Bah, qu'est-ce que vous en pensez maintenant qu'on a un peu échangé? Bah maintenant j'en pense que je vais laisser tomber puis c'est tout. Bah je crois, oui. Bah oui, il a une copine en plus. Ouais. Bah oui, Roselyne, prenez votre courage à deux mains, puis je vous souhaite vraiment, voilà, que soit le Père Noël, soit en 2017, hein, que vous puissiez faire une belle rencontre. Oui, d'accord, Sophie. D'accord? Mais je me ferai plus avoir. Hein. Bah oui, parce que ça parle du respect que vous vous donnez à vous-même et c'est vraiment important. En plus, il dit comme ça, sa copine, elle attend que ça qu'il couche avec elle. Ouais, bon. Il m'a pas l'air très délicat, hein, avec vous en tout cas. Non. Vous avez besoin de quelqu'un d'autre dans votre vie, Roselyne. Oui, c'est vrai, oui. Ouais. Allez, soyez forte et je pense que vous méritez vraiment mieux. Oui, d'accord. Merci. D'accord? Merci, Sophie. Je vous embrasse, Roselyne. Oui, moi aussi, au revoir. Et puis bon Noël, mais voilà, on est avec vous ce soir. Oui, d'accord, merci beaucoup. Je vous embrasse fort. Au revoir, Sophie. Au revoir, Roselyne. Europe 1. Sophie Peters. Bonsoir, Marie. Bonsoir. Bienvenue, Marie. Bienvenue. Oui. Vous souriez. Bienvenue, c'est exactement le mot que j'attendais. Bienvenue. Ah, bah, ça me fait plaisir, oui. J'aime bien dire bienvenue parce que j'ai toujours le sentiment quand, voilà, un auditeur, j'ai l'impression que vous arrivez, vous voyez, dans le studio. Mais oui, j'ai l'impression que vous allez vous asseoir à côté de moi. Voilà, oui. Voilà, vous m'ouvrez les bras. Ah oui, c'est gentil. Et c'est le cas, exact. Voilà. C'est le cas. C'est tout à fait ce que je reçois quand vous parlez. J'ai l'habitude de vous entendre, de vous écouter de toute façon. Merci. Et c'est ce que je disais à Quentin. Mais ce soir, je suis seule, mais ça, volontaire ou involontaire. Mais quand Hervé disait que les enfants étaient ingrats, c'est vrai que les enfants sont ingrats. J'ai 3 grands garçons que j'adore et que j'aime et dont j'ai des relations avec. Mais sachant que leur maman est seule le soir de Noël, je sais pas, je donnerai un petit coup de fil ou... Mais oui. Et rien. Ils sont où là? Ils sont dans leur belle famille? Ils sont où? Oui, bah vous savez, les garçons, leurs femmes en général, vont dans la famille. Oui, c'est vrai. Ça, je le savais. Hein. Oui. Mais... Je le savais, comme si vous avez dit, quand l'enfant, vous savez, les garçons naissent 18 salles, alors celui-là, à Noël, c'est raté. Voilà, c'est vrai, je le sais, je comprends. Je vis avec, mais j'ai un parcours de vie qui est tellement chaotique et tellement disparate. Enfin. Est-ce que vous les verrez demain, vos garçons de 25? Non, parce que je suis dans les Pyrénées-Orientales et je suis de Tours. Oui. Donc... c'est une longue histoire chaoteuse, sinueuse. Et ils sont trop loin pour venir au moment des fêtes, embrasser leur maman. Trop loin et pas du tout d'accord que je sois venue ici pour la maladie. J'ai toujours habité à côté de chez eux. J'ai toujours fait tout pour eux. Et le jour, je n'ai pas décidé moi-même parce que j'étais malade, mais mon ex-mari, c'est tellement une longue histoire et j'avais dit à Quentin que je voulais pas en parler parce que ça fait mal. Peut-être quelquefois, ça fait du bien de parler de ce qui fait mal. Oui, mais j'ai une psychologue, un psychiatre, je suis bien entourée. D'accord, vous êtes bien entourée. Oui, je comprends, Marie. Vous aviez plus envie de parler de Noël ce soir et du fait que vos fils vous manquent. Voilà, mais c'est ça. Mes fils et mes petits-fils. Et vos petits-fils. Me manquent, voilà. Et que il n'est pas le... Moi, j'ai écrit sur un papier, là, ce soir. Oui, dites-moi. J'aurais su que ma mère serait seule, ou quelqu'un que j'aime serait seul, j'aurais au moins appelé. Oui. Voilà, ce que j'ai écrit sur un papier. Oui. Ils ont pas... Parce que quand je partirai, ça restera sur un papier. Et ils sauront la douleur que j'ai. Ils appelleront peut-être demain? Non. Non. Ce sont des garçons très indépendants, très gentils. Mais comme j'ai toujours tout fait pour tout le monde a l'habitude que je fasse tout pour tout le monde. Donc, je ne reçois pas grand-chose en retour. Oui. En fait, c'est ça. C'est quand ils ont l'habitude que vous soyez toujours là pour eux. Voilà. Et du coup, ils ne sont pas forcément là pour vous parce que c'est dans cet ordre-là, on va dire. Voilà.
Oui, Voilà, et je c'est comprends. Et ils imaginent valable peut-être aussi pour pas que maman est si la douleur. triste et qu'elle a besoin d'eux, Non, elle aussi. voilà, Ouais. voilà, c'est ça, Ouais, tout à fait. c'est Pour les juste. frères et sœurs aussi, et vous savez, la maladie nous écarte de la société, de la famille aussi. Hein. Mm. Donc, même mes frères et sœurs, je suis devenue une paria. Hein, Ah oui? Parce Ah oui, que... je ne fais plus partie de la famille, je sais pas. Hein. Parce que les médicaments que j'ai pris, Rivotril, morphine, sont des Oui. médicaments très forts pour Mm. des douleurs très fortes. Mhm. Je n'étais plus moi-même. Mm. Donc, dès que ça touche le cerveau ou la psychologie, on vous met dans une case. C'est vrai, ça fait un peu peur. Ouais. Ça fait peur. Ça fait peur, donc j'ai été en clinique psychiatrique. Donc, Et votre famille n'est pas venue vous soutenir à ce moment-là? non, Non. personne. Ils ont eu la trouille, vous croyez? Oui, ils ont peur de la maladie, ils Ouais. ont peur de moi. Ouais. Parce que avant d'être malade, j'étais la petite Marie qui était là toujours pour tout le monde. Ouais. Et j'ai changé, je suis plus la petite Marie. Ouais. Et ça plaît pas. Oui, quand on change de rôle dans les familles, hein, souvent, on Oui. n'est pas, ils veulent pas s'habituer. Ils ont décidé aussi que vous auriez, comme vous dites, le rôle de la petite Marie. Et c'est compliqué pour eux. Et Oui, puis très souvent, compliqué. la psychiatrie ou les hospitalisations, ça fait peur à beaucoup de gens, hein, comme si Oui. voilà, c'était tabou ou voire contagieux, surtout dans Voilà. une Moi, famille en se disant... j'ai un frère qui Hein, me l'a dit ouais. j'ai un frère qui me l'a dit en face de moi. Ah Au oui. moins, il a eu l'honnêteté. Il a dit quoi? Qu'il avait peur pour lui? Il a dit non. Non. Ça veut dire qu'il m'a dit j'ai peur de la maladie, je ne veux pas te voir. Ouais, c'est étrange. C'est étrange. Ça. Ouais. Enfin, c'est pas étrange, mais c'est vrai que ça parle de la peur, ça parle de sa peur. Il l'a dit d'ailleurs. Comme vous dites, il a été Oui, courageux. il me l'a dit. Oui, il a été très courageux. Je trouve ça très courageux parce que les autres sont pas courageux du Parce tout. que ce sont des troubles par rapport à des maladies du corps. Oui, on en corps. parle beaucoup d'ailleurs, c'est très médiatisé sur les diagnostics, les traitements, voilà. Et au contraire, où il y a effectivement beaucoup d'empathie. Mais quand il s'agit de l'aspect psychiatrique, alors tout d'un coup, c'est plus complexe, c'est beaucoup plus complexe, la psyché humaine. Voilà. Ouais. Oui, parce que moi, je suis soignée pour les troubles de l'humeur à cause d'un cancer thyroïdien qui ne se soigne pas comme qui il se faut. soigne pas. Et même avec du lévothyrox ou des choses comme ça, ça passe pas. Il n'est pas dosé. Il n'est pas dosé. Pas à me doser. Ah oui, je comprends. Et du coup, la thyroïde. D'accord. Oui, bon, c'est des troubles de l'humeur sont. On me l'explique bien, hein, mon psychiatre. Oui, c'est intéressant. Mais du coup, ça veut dire, Marie, que. Vous voyez, c'est pas complètement. Enfin, ça impacte sur le psychisme, mais c'est pas en soi une maladie psychiatrique. Hein, j'ai autre chose. Hein, je cumule un peu, hein, pour vous dire. C'est une névralgie pudendale. Alors ça, il faudrait. Personne ne connaît cette névralgie. Dites-moi, qu'est-ce que c'est? Alors voilà, c'est pour beaucoup de femmes que je vais parler. C'est le nerf pudendal se trouve au niveau du sacrum. Oui. Et il est dans sa gaine et il peut être bloqué et provoquer des douleurs, mais 9 sur 10. Oui. Terrible. Dans la vulve ou l'anus. Et moi, c'était dans l'anus. Voilà. Et ça vous lance comme des aiguilles, quoi. Ça vous pique. C'est un volcan. C'est un volcan, ouais. Moi, j'ai dit que c'était le volcan. Et beaucoup de femmes en souffrent et ne savent pas que c'est ça. D'accord. Parce que cette maladie n'est pas connue. Oui. Elle est soignée à Nantes et à Aix-en-Provence. Les deux, il y a que 2 centres. D'accord. Qui la soignent. Donc je dis ça pour les femmes parce que en général, même les docteurs ne la connaissent pas. Et ça touche l'humeur et le comportement, enfin le psychisme. Ça touche. Oui, parce que la douleur est tellement forte. Oui. Vous êtes aigri, vous en voulez à tout le monde. Oui, c'est terrible quand tu souffres physiquement. Ouais. Et quand j'habitais dans la région centre à Tours, après j'habitais Châteauroux, j'étais soignée à Limoges et ils ne connaissaient pas encore comment me soulager. Donc c'était morphine, Rivotril et choses qui me rendaient un peu addict et puis comme une droguée, quoi. Et de ce fait-là, avec mon mari qui était malade aussi, nous avons déménagé dans le sud, donc je suis dans les Pyrénées-Orientales et Perpignan a trouvé tout de suite tout petit hôpital de ville à chaleur humaine, a trouvé tout de suite pour me soigner des infiltrations
sous scanner dans le nerf pudendal et depuis je vis bien. Je vis bien parce que j'ai fait ces infiltrations et maintenant je suis soignée à Aix-en-Provence où j'ai des infiltrations parce qu'on a droit qu'à un certain nombre d'infiltrations sous cortisone. Et maintenant j'ai des infiltrations de toxobotuline à Aix-en-Provence. C'est dans le centre où je vous disais qu'est soigné cette maladie rare. Et vous, donc, oui. J'ai une vie particulière. Donc oui, c'est un roman à bien raconter. sûr. Et vos filles sont au courant, Marie, de tout ce traitement ils ne l'acceptent pas. Ah, c'est-à-dire ça se traduit comment? Ça se traduit comment de leur part quand vous dites qu'ils ne l'acceptent pas? Quand j'ai été sous morphine, Rivotril, que j'étais droguée, finalement. Hein, j'étais pas moi-même. Ils m'ont mis de côté. Ils m'ont mis à part. Je crois que j'étais folle pour tout le monde. Ils ont eu peur. Ils ont eu peur aussi, comme votre frère. Oui. Et j'ai fait une tentative de suicide parce que la douleur était tellement forte que je voulais partir. Donc tout ça, c'est... Oui, c'est lourd. Ouais. Et tout ça, je vais dire à Quentin que je suis pas contente parce que je voulais pas raconter tout ça. Ah, c'est moi qui vous fais parler, Marie, j'exagère, hein. Oui, c'est moi. Mettez ça sur mon dos. Il doit rigoler, là, il doit rigoler. Parce que ça veut dire Quentin, je veux pas parler des choses qui font mal. Oui. Est-ce que ça vous fait pas un peu de bien aussi d'en parler? Oui, mal et bien en même temps, non? Oui. Si, ça fait du bien, c'est vrai. Et puis ça aide d'autres personnes que je suis sûre. Parce que les docteurs me disent tenez informés des gens qui peuvent avoir ce genre de pathologie qui n'est pas reconnue. Donc ce que je dis à la radio est entendu par d'autres femmes et peut-être que ça les aidera à comprendre quelque chose peut-être. Parce que cette maladie névralgie pudendale, elle est honte. Le nerf pudendal, vous savez son nom, c'est le nerf de la honte. Ah oui. Parce qu'il touche les organes génitaux. Oui, et l'anus. Et l'anus. Ouais. Donc il a appelé en médecine le nerf de la honte. Oui, ça dit beaucoup. Ça dit beaucoup, hein. Ça dit beaucoup. Et quand j'ai été hospitalisée en clinique psychiatrique, quand on dit qu'on a une maladie comme ça... les psychiatres vous feront revenir en arrière. Il y a un auditeur qui demande, et si vous téléphoniez à vos enfants ce soir, c'est Noël après tout, n'attendez pas qu'ils vous lisent plus tard et personne ne choisit sa maladie. Aimez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez de ce message? Je trouve qu'il est très bien. Oui. Mais seulement, mes enfants sont dans leur belle famille. Oui, mais peut-être demain matin, si vous les appeliez demain. Demain, ils ne seront pas dans leur belle famille. J'ai toujours peur de déranger. Mais une maman, ça dérange jamais une maman. Oui, mais ils seront peut-être heureux de vous avoir, juste pour souhaiter un bon Noël, je prends de vos nouvelles. Parce que vous savez, Marie, à attendre toujours que les autres s'occupent de nous, appellent, surtout ceux qu'on aime, c'est-à-dire nos enfants, on se rend très malheureux. Donc quand nos proches nous manquent, finalement, il suffit de décrocher un téléphone, d'envoyer un petit message et de dire... Voilà, j'avais juste envie d'entendre ta voix, j'avais juste envie de te souhaiter un bon Noël. C'est souvent ce que je fais. Ouais. Peut-être que vous allez le faire demain. Alors Marie, vous allez le faire demain. Je vais le faire demain. Je vais le faire demain, oui. D'accord. Vous nous enverrez un petit message demain soir, comme ça on le saura. Hein? Voilà. Vous nous envoyez un petit SMS ou un mail pour nous dire comment s'est passé le coup de fil avec vos fils demain. D'accord. Moi, je serai là, à l'antenne. Je suis sur Facebook avec vous et j'ai votre mail. D'accord. Vous nous direz, on donnera la réponse aux auditeurs. Je vous embrasse, Marie. Passez un bon Noël. Moi aussi, je vous embrasse. Et merci de nous avoir appelés. Et merci d'être avec moi ce soir. Merci à vous. De ne pas être toute seule. Oui, merci. C'est très gentil. Je vous embrasse. Au revoir, Marie. Toutes vos confidences à Sophie Peters au 3921. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jacques Dutronc, cette nuit de Noël, la fille du Père Noël. Bonsoir Alain. Bonsoir Sophie, merci beaucoup de me prendre à l'antenne. Bienvenue. Merci à vous.
Eh bien, voilà, j'appelle parce que effectivement, comme je disais à Corentin, j'ai des difficultés à faire des rencontres. Ça, j'aimerais bien fêter le jour de l'an avec des personnes, et j'ai du mal à rencontrer des personnes qui me correspondent. Il faudra en fait qu'on fasse un nouvel an. D'un coup, en vous écoutant, je pense à ça, Alain. Libre antenne. Avec tous les effets de la libre antenne, se donne rendez-vous quelque part, je sais pas où, dans une ville, dont je plaisante à moitié, ouais. mais ça pourrait être drôlement sympa, non? Vous en pensez quoi? Oui, effectivement, ça pourrait aider les personnes à se rencontrer plus facilement. Voilà, je lance cette idée-là. Vous vous trouvez, je sais pas, en plein centre de la France, chacun chacun bifurque ou chacun converge plutôt à un endroit, je sais pas, une grande brasserie, un lieu qui vous, voilà, que quelqu'un décide d'un lieu, puis tout le monde converge au même endroit la nuit du 31 avec, vous savez, des petites pancartes libre antenne, voilà. Je pense qu'il y aurait beaucoup de gens qui s'inscriraient, à mon avis. Surtout ce jour-là. Bon, je vais pas, voilà, c'est pas Europe 1, voilà, qui va l'organiser. Je lance cette idée comme ça à l'antenne. Mais Alain, voilà un truc à organiser pour le 31. Finalement, c'est vrai que dans cette société, c'est terrible parce que finalement, on est ultra connecté avec tous nos engins. Mais on reste très seul sur des, cafés par exemple, des villages. Alors on va pas dire faut pas tomber dans c'était mieux avant. Mais c'est vrai que on sait par exemple dans les campagnes, j'avais lu des études sociologiques, quand la télévision est arrivée, les gens n'allaient plus au café pour papoter. Déjà l'arrivée de la télévision dans les années 50-60, on fait que les gens sont restés chez eux. Ça a tout changé. Alors vous imaginez que les ordinateurs et les portables. Ouais. C'est encore bien plus pire maintenant parce que les gens avant, ils communiquaient peut-être plus facilement quand il y avait effectivement pas la télévision, mais maintenant avec les objets ultra connectés, je trouve que les gens ils sont beaucoup avec leur machine c'est-à-dire qu'ils vous parlent, mais faut déjà qu'ils vous connaissent parce que sinon il y a une histoire de confiance, je pense. Ouais. Les gens, ils ont moins confiance qu'auparavant. Enfin, ils ont confiance, mais il faut déjà quand même qu'ils vous connaissent un petit peu. Oui, c'est juste ce que vous dites, Alain. Moins confiance dans l'autre. Un peu la peur de l'autre, la peur du voisin. Voilà, je pense que les gens, ils arrivent peut-être pas à oublier leur mauvaise histoire qu'ils ont passée auparavant. Donc, peut-être qu'ils ont peur de répéter leur histoire passée. Je pense que c'est ça. Parce que... Vous voulez dire qu'en fait, les mauvaises histoires s'ancrent plus que les bonnes. Que les bonnes. Est-ce que ça, vous pensez qu'il y a une différence de génération à ce titre-là? Parce qu'on est plus dans l'émotion? Je sais pas. Ouais, je trouve que on est vachement dans l'émotion. Drôlement, parce que quand j'entends votre émission, je trouve que les gens sont très, ils sont traumatisés par leur histoire qu'ils ont vécue avant, quoi. Ils ont cette peur d'avancer. Bon, je peux les comprendre. J'ai un petit peu cette difficulté-là, mais je pense que il faut aller bien de toute façon pour faire des rencontres. Ça aide beaucoup plus à se rencontrer. Enfin, moi, je pense, j'essaie de faire un travail sur moi pour ça, mais c'est pas si facile. Non, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites concrètement et en quoi ça consiste quand vous dites c'est intéressant, je fais un travail sur moi? La preuve, ce soir, parce que c'est pas du tout mon habitude d'appeler, je prends le risque d'appeler alors que je l'aurais pas fait il y a quelques temps. Voilà. Je prends des risques des fois comme ça, mais ça marche pas forcément. Mais c'est un moyen de trouver confiance en soi. Oui, vous avez raison, Alain. En fait, ce que vous pointez très très bien, c'est prendre un risque, c'est faire une nouvelle expérience. Dès qu'on fait une nouvelle expérience, quelque chose d'inconnu, ce que vous faites ce soir pour vous, vous créez une nouvelle expérience. Donc en soi, ça comporte un risque, c'est-à-dire le risque de dire ouh là là, l'expérience m'a pas plu, j'ai eu très peur, ça s'est pas bien passé. J'espère que ce sera pas le cas entre nous. Je plaisante, Alain, mais vous voyez, c'est ça la nouvelle expérience. Et en même temps, on ne peut rien apprendre. Il n'y a pas d'apprentissage possible si on crée pas des expériences. Donc on est un peu obligé de passer par là. Enfin, un peu comme si obligé. En tout cas, si on a envie de choses nouvelles qui se passent, il faut pouvoir effectivement entrer dans ces nouvelles expériences, donc cette prise de risque un peu. Oui, il faut prendre le risque parce qu'il y a comme ça qu'on voit si ça marche ou si ça marche pas. Mais exact. Tant pis si ça marche pas, mais au moins on a essayé. Et puis là, on se dit au moins j'ai réussi à faire un truc bien aujourd'hui et demain j'essaierai peut-être autre chose. On sait jamais. Oui. Moi, c'est ce que j'encourage certaines personnes à faire la même chose, mais c'est pas simple. Il faut vraiment, faut le faire. Il faut avoir envie de le faire. Oui. Ça vaut autre chose. Oui, pardon.
Non, c'est toujours un risque qu'il faut oser, quoi. Faut pas hésiter. Et justement, hein, je crois, Alain, que vous nous appeliez parce que vous aviez justement envie de parler de ça, de comment aider les autres, ou en tout cas comment rencontrer l'autre et créer de la confiance. Hein, c'est ça dont vous aviez envie de parler ce soir. Tout à fait. Oui, parce que moi je manque pas mal de confiance. D'accord. Ah ben on va en parler. Ce que je vous propose, Alain, c'est qu'on va se quitter quelques minutes pour le flash, info de minuit, et puis vous restez bien en ligne, et puis Quentin et Corentin vous récupèrent. On se retrouve nous tous les deux à l'antenne juste après le flash. Hein. Je vous dis à tout de suite. À tout de suite. Merci. Au revoir, Alain. Au revoir. Il est minuit. Jusqu'à 1h sur Europe 1. Sophie Peters. Eh bien, très joyeux Noël à vous tous qui nous écoutez ce soir. Et puis j'ai une surprise pour vous, à côté de moi en studio, Quentin et Corentin, que vous avez l'habitude d'entendre au standard. Eh bien, ils vont prendre le micro et ils vont vous souhaiter, à vous aussi, à vous tous, un joyeux Noël. Nous vous souhaitons un très joyeux Noël. Et voilà, c'était Quentin et Corentin en direct de la Libre Antenne, mes fidèles équipiers avec lesquels j'ai tant de plaisir à travailler tous les week-ends. Et puis pour les plus seuls d'entre vous ce soir, je souhaite que vous ne ressassiez pas trop d'idées noires, que vous puissiez faire entrer un rayon de soleil dans votre cœur. Je sais combien pour beaucoup d'entre vous, cette période peut être difficile pour ceux qui ont à affronter la solitude ou la maladie. Et puis on a beau se côtoyer tous les jours, on se rend compte peu ou difficilement dans notre société aujourd'hui, et l'on confond trop souvent isolement et solitude. Et dans la solitude, on peut être relié aux autres parce que disponible intérieurement, et dans l'isolement, on est muré en soi sans accès aux autres. Alors si tel est le cas, si ce soir vous avez besoin de partager, pourquoi pas de raconter ce que vous avez et ce que vous vivez pendant cette période de Noël, n'hésitez pas à nous appeler. Ici nous sommes entre nous dans la grande famille de la nuit pour nous réchauffer à une parole, à un témoignage qui fait écho à notre propre histoire. Appelez-nous au 39 21, vous serez accueillis par les deux voix que vous venez d'entendre, Quentin et Corentin, sous l'œil attentif de Fabrice Fougerousse, qui lui n'a pas pu quitter son plateau et qui réalise cette émission derrière la vitre, mais qui vous embrasse aussi très fort. Vous pouvez aussi réagir à ce que vous entendez à l'antenne par SMS en composant le 7 39 21 en commençant votre texto par le mot nuit, ou partagez avec nous en envoyant un mail sur le site europe1.fr. Et puis merci à Yvon, merci à Daniel d'Aix-les-Bains, à Mathilde, à Annick, à Marie-Jeanne, à Ludovic, à Valérie, à Elisabeth, à Aliso, à vous tous qui nous envoyez ce soir des messages au 7 39 21 code de nuit. Merci pour tous vos messages de Noël, ça fait vraiment chaud au cœur de vous savoir tous avec nous ce soir. Europe 1. Sophie Peters. Et on retrouve Alain, avec lequel on était ensemble juste avant le flash de minuit. Bonsoir Alain. Bonsoir Sophie, ça fait du bien de vous entendre et surtout de vous parler, de savoir que vous êtes assez rassurante dans vos paroles et franchement ça rassure beaucoup de monde, je pense. Mais j'espère, je suis là pour ça en tout cas, et avec un grand bonheur toujours. Alors justement Alain, on échangeait ensemble juste avant le flash, vous disiez que justement vous aviez envie à la fois de rencontrer bien sûr des personnes, et puis surtout vous disiez j'aimerais bien rencontrer des gens qui m'aident aussi à reprendre confiance en moi. C'est vrai qu'on a besoin des autres, du regard des autres pour se sentir exister. On est des êtres tous de liens. Et on a besoin de ça. Et la confiance, vous le disiez aussi, c'est faire des nouvelles expériences, prendre des risques, parce que dans le mot confiance, il y a cette histoire de capacité, avoir confiance. C'est dès qu'on peut se prouver des choses, alors on prend confiance quand on fait des choses. Ouais. C'est sûr, mais je trouve que malgré les risques qu'on peut prendre seul, mais on se sent encore seul, je pense que ce sont les autres qui nous font prendre les risques. C'est-à-dire que quand on est en présence de quelqu'un, on prend davantage de risques parce que la confiance, on peut pas l'avoir vraiment seul, quoi. On peut l'avoir toujours
en contact avec une autre personne, c'est beaucoup plus simple pour retrouver justement la confiance qu'on a perdue en soi, quoi. Oui, c'est le regard de l'autre qui nous porte. Le regard qui est plus positif. Je pense qu'on a besoin de plus fort que soi, quoi. Hein. Je pense que c'est mieux pour avancer, quoi. Oui, j'aime bien citer, vous savez, il y a Shakespeare qui a inspiré beaucoup de psy, à commencer par Freud lui-même. Hein. Shakespeare qui dans une de ses pièces, c'est Troilus et Cressida, pendant le siège de Troie, il y a Ulysse et Achille qui bavardent entre eux, qui discutent. Et puis, il y a Achille qui dit à Ulysse, tiens, mais c'est marrant, l'être humain a 2 yeux et finalement ne sait pas se regarder tout seul. Et Ulysse lui dit, bah oui, parce que en fait, on a besoin des trajets de 2 yeux à 2 autres yeux pour pouvoir se rencontrer. Et on a besoin de cette histoire de regard pour se sentir exister. C'est pour ça que c'est si terrible et si triste quand on se sent très seul, parce qu'on a l'impression d'être rien pour personne. Et ça, c'est excessivement douloureux. Ça s'avère que au bout d'un certain temps, d'un certain âge, on commence à plus le supporter. Quand vous passez la quarantaine et tout ça, vous vous dites, tiens, c'est bizarre, les autres sont en couple et moi j'y arrive toujours pas, qu'est-ce qui se passe? J'ai un problème? Ou alors est-ce que c'est le monde qui a changé? On se pose toutes ces questions des fois le matin. Parce que les personnes que j'ai rencontrées, c'était pas vraiment les personnes qui me correspondaient. C'est des gens qui comptaient beaucoup sur moi pour les aider. Je les ai portés pendant pas mal de temps, mais après je me suis aperçu que j'étais pas vraiment compétent pour ça, que j'avais plutôt besoin moi-même d'être aidé. Mais ça, c'est drôlement courageux, ça. Je l'ai fait pendant longtemps parce que, je vais vous dire pourquoi. Parce que la peur d'être seul, toujours pareil. Oui, non, mais c'est ce que je veux dire quand je dis c'est courageux d'avoir pris conscience que vous alliez vers les autres, entre guillemets, pour les sauver, comme on dit, et que vous avez compris dans ces formes de sauvetage, d'abord que vous vous sentiez, et vous l'avez dit avec beaucoup de justesse, incompétent, et que vous aviez vous-même besoin qu'on s'occupe aussi de vous, et pas d'être comme ça dans ce sens unique, et que si vous alliez beaucoup vers les autres, c'était aussi par besoin qu'on s'occupe de vous. Et là, vous rentrez dans une conscience de vous, donc dans quelque chose de beaucoup plus juste, de beaucoup plus dans l'axe. Oui, je me suis aperçu que c'était moi, en fait, qui avait peut-être besoin d'aide. Bon, je l'ai fait, mais je pense qu'il faut aller bien soi-même pour aider les autres. C'est plus simple. Et puis, il faut déjà s'aider soi-même, je pense. Mais c'est vrai, ça passe par là. Par le contact, on y arrive quand même plus facilement. C'est mieux d'être lié. Je trouve que les émissions que vous faites, elles servent beaucoup à échanger avec les autres. On entend ici beaucoup de gens de tous les âges qui cherchent à se connaître, parce que avec Internet, vous savez, c'est pas forcément ça, c'est un outil de plus, mais on rencontre pas toujours les personnes qui veulent vraiment poursuivre avec vous un bout de chemin, quoi. Oui, alors c'est vrai que dans la libre antenne, le fait que, comme ça, vous témoignez à l'antenne et vous vous livrez, on perçoit quelque chose de vous, on a le temps d'élaborer un échange et donc vous vous dévoilez. C'est une émission où on se dévoile beaucoup, cette émission d'Europe 1. Oui. Alors justement, Alain, il y a Yvan et il y a Catherine qui laissent leur numéro pour vous. Donc Quentin et Corentin vous rappelleront, vous donneront leur numéro pour pouvoir justement, et c'est aussi le bienfait de cette émission, de pouvoir comme ça poursuivre l'échange. C'est bien que vous existiez, c'est vrai, parce que autrefois, il y avait la première fois, il y avait les bals, ensuite, il y a eu les boîtes de nuit, les pubs, et maintenant, il y a Internet. Mais je m'aperçois qu'avant, comme vous disiez au début, c'est que dans les cafés, on se parlait facilement du temps où la technologie n'existait pas. Bien sûr que le temps, il a changé depuis. Il y a quand même peut-être 40 ans de passé, quand même. Alors, peut-être que, comme on le disait tout à l'heure, on parlait de faire des expériences ou de prendre des risques. Peut-être qu'on a tous d'ailleurs à prendre le risque dans la rue, à des moments anodins, d'échanger comme ça 3 mots, comme un petit rayon de soleil dans sa journée avec un passant, un sourire, 3 mots. Des fois, oui, ça peut aider. Ça peut même être rassurant, même exactement. Si ça donne pas grand-chose, mais au moins, ça vous apporte quelque chose de positif, quoi. Exactement, ça apporte du lien. On se sent tout d'un coup relié, ce que vous disiez tout à l'heure.
c'est ce qui manque. Hein. Bon, des fois, vous tombez sur des personnes qui ont envie d'échanger, puis bon, là, vous le sentez quand même, si vous pouvez converser avec la personne. C'est vrai. C'est pas toujours évident. Moi, j'ai un ami qui est comme ça, lui, il arrive facilement à comme ça, à dire bonjour à tout le monde. Moi, j'ai un petit peu de mal. Vous vous sentez timide? Ouais. Peut-être la peur de pas être, je sais pas, La peur de quoi? Oui, c'est intéressant. Ouais, de déranger, voilà, c'est ça, la peur de... C'est l'autre qui va décider si vous le dérangez ou pas? Mais en général, je le sens, et puis généralement, quand je vois que les gens, ils sont fermés, non, je vais plutôt vers les autres, ceux qui là où je sens qu'il y a une ouverture déjà pour dialoguer. Voilà. C'est, sur Internet, par contre, c'est beaucoup plus difficile parce que les gens, vous les entendez pas tout de suite, quoi. Ouais, non, on n'a pas ni le ton de voix, ou ni le visage, ni le regard, ni le sourire. Il manque beaucoup d'éléments. Et voilà, oui, alors qu'à la radio, tout de suite, vous appelez, vous échangez, puis vous pouvez parler assez longtemps avec les gens et même parfois les connaître. Je trouve que c'est vraiment un lien immédiat, la radio. Je trouve que c'est bien pour rencontrer les personnes quand on a du mal. Hein, parce que, au départ, j'étais plutôt réservé, puis par la suite, j'ai pris plus confiance, mais ça reste quand même bloqué, quoi. Ça reste quand même difficile comme démarche. Et aujourd'hui, parce qu'on sent que vous avez fait tout un trajet à la fois de vous penser vous-même, de réflexion sur vous-même, de prise de conscience, est-ce que vous avez le sentiment que vous diriez que c'est, alors, plus facile, peut-être le mot est mal choisi, mais en tout cas, ou plus aisé, enfin, vous voyez quelque chose de plus fluide pour vous, de rentrer en contact, ou pas? Là, j'y arrive, excusez-moi, j'y arrive beaucoup mieux. La preuve, c'est que excusez-moi. J'ai réussi donc à vous appeler ce soir, donc c'est que j'arrive facilement à avoir confiance en moi, mais il y a quelques années, j'aurais hésité. J'aurais hésité par timidité, toujours pareil, ou la peur de parler comme ça en public, c'est quand même pas évident. Oui, c'est pas évident, c'est courageux. Ouais, c'est courageux, je dis souvent, un courage, il y a dans courage, la racine du mot courage, c'est le cœur, le cœur à l'ouvrage. Dans le Cid, Rodrigue as-tu du cœur, c'est Rodrigue as-tu du courage. Ouais. Et effectivement, c'est de cette notion-là dont il s'agit. Et c'est important que vous puissiez le dire là ce soir à l'antenne, parce que c'est important de prendre la conscience, de prendre conscience du chemin qu'on a parcouru, de se dire exactement ce que vous venez de dire. Il y a quelques années, j'aurais pas fait ça, ou j'aurais pas été celui-là. Vous voyez, c'est mesurer le chemin, parce qu'on est tous en chemin, et c'est super quand on se retourne et qu'on peut se dire waouh, je viens de loin, ou j'ai fait tout ça. Comme... Eh bien, il y a un moment, Sophie, où vous vous dites si j'y vais pas moi-même, ils vont pas venir taper chez moi, donc j'ai intérêt à y aller parce que sinon ça va être long. Oui, exactement. C'est ce que j'ai entendu dire. Oui, c'est très bien dit. Si je m'occupe pas de moi, alors personne ne va s'en occuper, c'est clair. Ouais. Et voilà, donc c'est à partir de là qu'on devient courageux. On se dit hop, il faut y aller, il faut prendre le risque. Et puis ça passe ou ça casse, il y a peut-être plus de chances des fois que ça marche. Exactement, vraiment. On a confiance. Ouais. Je vous remercie vraiment du fond du cœur, Alain, pour votre témoignage ce soir, parce que je suis sûre que vous faites plein de bien aux gens qui vous écoutent. D'abord parce que vous leur donnez ce courage-là, et puis c'est vraiment de l'espoir dont vous parlez. C'est dire voilà l'homme que j'étais avant, voilà celui que je deviens, celui que je suis en ce moment, toujours en chemin. Positif. Il faut dire que de toute façon, quand vous essayez, il y a 100% ou 50% de chances de peut-être d'y arriver. Oui. Alors que quand on prend pas le risque, c'est sûr que là, il se passe rien. C'est sûr qu'on a 100% de chances d'échouer si on fait rien. Il se passera rien. Oui. Donc, à un moment donné, je dis allez hop, on verra bien. Puis il y a comme ça qu'on peut être en relation. C'est dans tous les domaines, mais la radio, c'est quand même quelque chose de bien pour échanger. Oui, puis on peut avoir des belles surprises. Et d'ailleurs, votre belle surprise ce soir, c'est que non seulement voilà Catherine Yvan, mais maintenant Sylvie, Elisabeth, Gemma laissent leur numéro pour vous. Alain, il y a Gemma qui dit le témoignage d'Alain est très touchant d'authenticité. Moi, je serais ravie d'échanger avec lui. Un très joli, grand plaisir. Voilà, un très joli Noël. Merci Gemma pour votre message. Merci Alain de nous avoir appelé ce soir.
très bon. Oui, moi aussi. Corentin qui était très aimable et tous les auditeurs qui nous entendent. Et continuez, Sophie. Hein. C'est vraiment agréable de vous écouter chaque soir, de week-end. Merci. Ainsi que vos collègues. Merci à vous. Oui, je suis très touchée. Et c'est vrai que j'ai une pensée ce soir aussi pour Caroline Dublanche. Voilà, on fait équipe dans cette émission et où qu'elle soit, je lui souhaite un joyeux Noël ce soir. Elle doit être dans sa famille. En tout cas, merci Alain du bel hommage que vous avez rendu à la Libre Antenne ce soir et ça fait chaud au cœur. Et puis je vous souhaite de créer plein de liens dans cette nouvelle année qui arrive en 2017. Vous êtes sur un joli chemin et bravo à vous. Merci. Merci beaucoup Sophie. Merci, à très bientôt. Joyeux Noël. Au revoir. Joyeux Noël. Au revoir. Pour parler à Sophie Petters, appelez le 39 21, 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Moi qui me suis fait plaisir ce soir, spéciale dédicace pour Sophie Petters, c'était Tombe la neige de Salvatore Adamo. Bonsoir Gisèle. Bonsoir. Bienvenue. Bonsoir Sophie. Ça fait déjà quelques fois que je passe à l'antenne, alors je suis assez à l'aise. Oui. Voilà, je suis déjà passée 2-3 fois. Une fois avec Caroline Dublanche, avec Roland Perret, je sais plus avec qui. Enfin bref. Formidable, vous avez fait tous les animateurs. Mais je crois que c'est la première fois que je vous parle. Ouais. Voilà, donc je disais, là récemment, j'appelle parfois comme ça pour donner mes nouvelles. J'ai, comment vous dire sans trop choquer, je suis une grande consommatrice d'hommes. Pendant des années, j'étais seule, mais vraiment seule. Et puis à 50 ans, je me suis réveillée. D'abord, j'ai commencé à perdre beaucoup de poids. J'arrivais allègrement à 100 kilos. Et ben, j'ai perdu 40 kilos. Là, je suis à 57, un truc comme ça. Et alors, j'ai profité des hommes. Alors, mais sans vraiment me prendre la tête, hein. Pas de mariage, pas d'histoire avec des enfants, rien du tout. Vraiment le plan sexe, quoi. Mais si possible, le sex friendly. Ouais. Être amis et puis bon voilà, de temps en temps un soir un peu pour faire l'amour, mais voilà, je suis pas jalouse, je suis très très cool, je sais pas ce que c'est que la jalousie d'ailleurs, entre parenthèses, voilà, et je m'en suis fait quelques-uns, enfin sur tous les hommes, je ne peux pas savoir combien d'hommes mais ces 3 dernières années, je peux pas savoir combien j'en ai fréquenté, j'en ai, mais c'est l'annuaire. Et puis progressivement, j'ai commencé à sentir que j'avais moins de libido. Et puis cet été, paradoxalement, j'ai eu un amant formidable, qui était d'une grande gentillesse, et très bien, vraiment très bien. Et puis il n'était pas amoureux de moi, il me l'a dit, il a été très honnête, il me l'a dit, il est allé voir une autre. Et moi, j'en avais rencontré un autre qui, je sais pas, j'étais pas très emballée, j'ai compris pourquoi. Enfin, c'était un type qui était légèrement déviant sur le plan sexuel. Ouais. Mais alors, là, j'ai commencé à presque sentir du dégoût. Et là, ça m'embête. Je me disais, ces derniers mois, si les hommes te plaisent moins, ça peut arriver de temps en temps, voilà, un petit coup de mou. Mais là, si c'est du dégoût, c'est vraiment embêtant parce que c'est pas ma nature. Moi, j'aime les hommes, qu'ils soient beaux ou pas beaux. Hein. Ça y est, il y a des hommes pas beaux qui ont beaucoup de charme, qui sont fascinants, qui ont la discussion, qui sont drôles, qui ont le charme. Voilà. Et puis il y a des hommes, moi j'en ai refusé parce qu'ils étaient très beaux, mais alors ils se comportaient mal. Ouais. Ils pensaient mal, ils étaient vulgaires. Voilà. Et là, depuis le mois d'août, je ressens maintenant un début de dégoût pour les hommes. Et ça m'inquiète. À cause de dernières expériences que vous avez vécues. Oui, parce que vous le dites très bien d'ailleurs, Gisèle, c'est pas et dans beaucoup de domaines d'ailleurs dans la vie, c'est pas une question ni d'esthétique ni d'affichage, tout est dans la façon, tout est dans le comment. Tout à fait. Hein, et encore plus dans la sexualité, façon et dans des petits détails d'ailleurs, dans des choses qui pourrait sembler anecdotique pour d'autres, mais en tout cas. Pas sur lui.
vie, hein. Ouais. On lui donnait le bon Dieu sans confession. Et peut-être que vous qui êtes une femme, on va dire, je prends des guillemets, enfin libérée au sens très à l'aise, hein, voilà, avec ça, le fait de croiser la route d'hommes qui vous font sentir pas bien, c'est-à-dire, voyez, une gêne. Ouais. Et ça vous touche à un endroit, c'est vraiment le mot dans tous les sens. Un jour avec sa nouvelle compagne, ils m'ont dit au téléphone, si t'as un doute, n'importe quoi, un doute, on va pas. Et vous aviez eu un doute, et vous aviez eu un doute ces fois-ci? Ouais, je sais pas, je suis quand même allée, j'étais toute seule, c'était les vacances, bon. Oh, j'étais contente de rentrer chez moi ce soir-là, mon Dieu. Parce que je suis pas certaine, vous voyez, que ce soit... Alors, vous dites que vous avez perdu beaucoup de poids, donc forcément votre rapport à votre corps change. Ah oui, mais c'est merveilleux, attendez. Là, je rentre dans des guêpières, taille 40, 42, avant je faisais 56. Ouais. Vous vous rendez pas compte. Mais alors, est-ce que du coup, ça vous rend pas... La glace chez moi pour regarder ma silhouette, parfois je mettais un grand foulard dessus. Oui. Parce que je pouvais plus regarder mon corps. Le visage, ça allait pour me maquiller. Mais le corps, le ventre, les cuisses, je pouvais plus, quoi. Je me faisais horreur, je me faisais du dégoût. Mais est-ce que le fait justement que vous soyez plus désirable, et même à vos yeux, vous rend pas finalement un peu plus exigeante? C'est-à-dire que, c'est possible. Comme votre corps finalement avant était moins votre ami et qu'il devient... J'ai fréquenté déjà des hommes qui n'étaient pas beaux, qui étaient très... Mais quand je vous parle d'exigence, je vous parle de façon, je vous parle pas de beauté. Je vous parle de respect de vous. C'est-à-dire que maintenant que votre corps est plus amical avec vous-même et que vous êtes en plus grande connivence, qui vous plaît plus, que vous êtes mieux, comme on dit, dans votre peau, du coup, vous êtes peut-être encore beaucoup plus sensible. Et que cette sensibilité à fleur de peau... Il y en a un qui devait m'appeler là avant Noël, on devait se voir, et puis il m'appelle très très vite. Je pars dans le Jura pendant les fêtes de Noël, là, il y a 2-3 jours. Je vous rappellerai quand je rentrerai. Il m'a même pas dit, vous allez bien, est-ce que ça vous dérange pas? Non. Puis quand il me rappellera, je verrai dans quelle humeur je suis, mais je crois que je vais l'envoyer balader, quoi. Il y a une manière de faire, une manière de se présenter. On n'est pas chez les sauvages. Bonjour, vous allez bien, je vous dérange pas. Je suis d'accord avec vous. Voilà, ça va, je suis pas une pouffe, quoi. Mais c'est dramatique. Il y a un homme de 60 ans qui est médecin. Elle m'a dit donc. Oui, mais ça, c'est pas la fonction. Image sociale. Moi, je connais des gens qui viennent de milieux ouvriers qui sont bien plus polis que des 4 sup, hein. Bien sûr. Oui. Donc c'est mais là, je voudrais savoir, est-ce que j'en suis au dégoût? Si je suis au dégoût, oh là, je suis mal. Mais il me semble, vous avez le sentiment que vous êtes dans le dégoût? Non, pas encore. Mais que je suis en train de... Mais et pourquoi parce qu'en fait, là aussi, de la même façon qu'il y a une façon de se comporter, on a aussi des façons de voir. On peut voir le même événement ou la même sensation de différentes manières. Et moi, ce que je vois, parce que je le lis à votre poids, au changement de votre corps, c'est une forme d'exigence. Donc, est-ce que c'est du dégoût ou c'est plutôt que vous devenez un peu plus exigeante? Et quand je dis exigeante, voilà. Et quand je dis exigeante, c'est plus n'importe qui, n'importe quoi, n'importe comment. Oui. Est-ce que ça c'est juste? Oui, non, mais il y a des deux. Je pense vraiment. Et donc forcément, il peut y avoir une forme de dégoût dans le sens où il y a des choses que vous acceptiez avant, celui du mois d'août, là, que vous n'accepteriez plus maintenant. Écœurant. Même sa peau, vous savez, même quand on vieillit, la peau elle est très douce justement parce qu'elle s'affine. Lui, il avait une peau granuleuse, une peau moche. Puis un fumé dès qu'il se levait, il sentait la clope froide là. Et aucun respect, vous voyez ce que je veux dire? Aucun respect pour la femme qui est à côté de lui. Oui, il m'a mais demandé, ça te dérange que je fume? Non. Non, mais ça parle de vous, Gisèle. C'est-à-dire, c'est-à-dire de jusqu'où vous acceptez quelque chose qui vous ne va pas. Et peut-être que ce qui va changer suite à cette expérience, de dire maintenant c'est fini. Il y a certaines choses que je décide de ne plus accepter parce que c'est la femme que je suis, ça ne me va pas. C'est pas tellement ce qu'il est, parce que là vous me le décrivez, mais c'est qu'à vous ça va pas. Plus, oui, mais c'est ce qui. C'est un exemple, quoi, pour dire un petit peu dans quel état d'esprit je suis. Mais je voudrais pas en arriver à être dégoûtée parce que là, c'est quand même embêtant, quoi. Parce
Parce que ça m'arrive encore de regarder comme ça. Mais qu'est-ce qui vous fait penser que vous allez vers le dégoût? Des hommes comme ça. Non, je les regarde quand même. Parce que je me dis, non, ils sont trop jeunes pour moi. Ils ont tous cette mode maintenant de porter la barbe. Je ne supporte pas la barbe. Mais non, je sais pas. Peut-être qu'avec le temps, ça s'arrangera. Mais je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez pour que je ne tombe pas dans le dégoût? Gisèle, qu'est-ce qui vous fait penser que vous, justement, ce serait du dégoût? J'ai dégringolé les échelons. Je suis passée de un petit peu moins intéressée à être un petit peu bof. Là, mais attendez, vous me racontez que Gisèle, vous me racontez que tous, on va dire, vous intéressaient. Comment? Vous êtes en train de me raconter que tous les hommes, quels qu'ils soient, vous intéressaient avant. Tout à fait, mais tout c'est rien. C'est ça qu'on m'avait surnommé la croqueuse d'homme. D'accord. Gisèle, tout c'est rien. Tout c'est rien. C'est l'équivalent. Aujourd'hui, c'est pas tout. C'est-à-dire que vous qualifiez. Il y a des qualités qui vous plaisent et d'autres choses qui vous vont pas. C'est pas du dégoût, c'est que vous. Donc vous nuancez. Maintenant, c'est génial. Je peaufine le portrait type de l'homme avec qui j'aimerais bien passer quelque temps. Tant mieux. Alors, je ris parce qu'il y a un SMS d'un auditeur qui me fait beaucoup rire qui dit Gisèle ne croit plus au Père Noël. Oh non, là, et alors non. mais je n'ai jamais été très bleue. Non, quand j'avais 18 ans, j'avais mes copines qui s'enflammaient pour un mec d'un soir. Moi, je restais relativement indifférente. Mais il y a eu une fois où je suis tombée raide dingue. C'était d'un coup d'un soir ou 2-3 soirs. J'avais 50 ans, je venais d'être ménopausée. Mais alors, cet homme, un Eurasien, je l'ai aimé, mais je pensais pas qu'on pouvait aimer comme ça. Je l'ai aimé même pour ses défauts. Ça veut dire que c'était loin. Et bon, il m'aimait amicalement, voilà. Puis de toute façon, depuis, il a rencontré une autre femme. Mais non, je me demandais même à un moment donné, mais est-ce que je suis capable d'amour? On sait jamais. Et je sais que je suis capable d'amour fou, l'amour braque. L'amour passionné, passionnel, celui qui brûle et qui dévore. Non, je suis une femme normalement constituée, qui a des sentiments très forts, ou même pas très forts, mais je suis normale. Mais il faut dire que sur les sites de rencontres, les hommes qu'on a, il faut dire aussi qu'à un moment donné, j'avais rencontré cet été un homme avec qui j'ai passé un petit moment, qui était, alors lui, très gentil. C'était début de l'été. C'était un Eurasien, lui aussi. Depuis, j'adore les Eurasiens. Et lui, il m'avait montré sur son ordi, on était à l'hôtel, on se voyait tout le temps à l'hôtel, c'était mieux, ça, plus pratique. Et puis il m'avait montré sur son ordi sa page mythique. Les femmes sur les pages mythiques, mon Dieu. Mais d'autres qui se faisaient photographier à même, c'est le flash, vous voyez, ou trop maquillées comme un arbre de Noël, ou alors elle cachait vraiment leur âge, elle disait j'ai 50 ans alors qu'elles en avaient 70, ou des photos totalement jaunies. Nous les femmes, on voit des photos qui sont dégueulasses. Ah oui, une photo comme ça, quand je flash comme ça un peu sur un homme, avant en tout cas, je disais envoyez-moi une photo, point. Automatiquement, c'était une photo de leur intimité la plus absolue. De leur queue. Alors j'ai compris, je leur dis, envoyez-moi une photo normale. Sinon, alors ce qui est très amusant, c'est qu'au début de l'année, mon ordi est tombé en panne, puis moi je ne pensais pas aller jeter, puis je dis, oh là là, c'est le coup, il y a plein de photos de pénis, de toutes les couleurs, toutes les tailles. J'ai tout jeté, j'ai tout recherché pour tout jeter, parce que le gars, il va me prendre pour une info, quoi. Mais si vous leur dites pas, comme quoi, non mais ces gars-là, pour revenir à ce que disait cette dame tout à l'heure, là, elle avait un monsieur depuis 3 semaines, il dit oui, je vous aime bien, et puis en fait il est avec une autre, mais c'est ça, les sites de rencontres, 9 fois sur 10, c'est ça. Il faut se dire que les hommes d'ailleurs, il y en a un qui m'a dit un jour, c'était un photographe, j'ai eu beaucoup de photographes d'ailleurs dans mes conquêtes, qui me disaient, l'amour, il m'a montré au niveau de son sexe. Et l'amour, pour une femme, c'est au niveau de la tête ou du cœur. Mais je lui dis, mais tu te trompes, les femmes réagissent comme ça. Moi, je suis très, très, très physique.
Gisèle, c'est jusqu'à preuve du contraire, il peut y avoir des femmes, d'ailleurs vous en êtes un bon témoignage, dont on peut imaginer, on va dire qu'elles sont comme des hommes, mais elles restent quand même des femmes. Non mais ça veut rien dire, encore une fois ça veut rien dire. Et vous avez des hommes, on avait Hervé tout à l'heure en début d'émission, qui disait que lui, il avait quitté il avait une compagne, une compagne parce que elle ne pensait qu'à ça. Donc c'est bien ici dans cette émission, on arrête les croyances. Un homme de 50 et quelques, 60 ans, pardon, excusez-moi pour l'expression, mais il fait rarement des étincelles. C'est normal, c'est physique, c'est physiologique. Même s'il prête du Viagra, le Viagra, ça fait pas de miracle. Hein. Alors, un jour qui est venu, j'ai fait un effet, il avait pris un comprimé Viagra, il était déjà en train de décoller, quoi. C'est pas normal. Alors, Gisèle, il y a la gothique qui va vous rassurer. Il dit, vous désirez la qualité chez un homme et en quoi ce serait un souci. Vous êtes une dame voulant jouir du bonheur et tant mieux. Et puis Alain qui dit, j'admire l'expérience de Gisèle, bravo. Écoutez, en tout cas, merci de votre témoignage ce soir. J'ai pas peur, j'ai des ennuis de santé, je suis sous morphine. Donc, vous savez, il y en a plein qui m'ont dit, oh là là, t'as pas peur. Écoute, dans le doute, je laisse quand même le numéro ou l'adresse à quelqu'un. Bon, là, ce soir, je suis allée à la messe de minuit. Il y en a plein qui m'ont dit, non, on n'y va pas avec les attentats. J'y suis allée. On avait 5 flics dans l'église et dehors. Pourtant, c'est une toute petite église en région parisienne. Mais en ce moment-là, on sort plus. Faut arrêter d'avoir peur, mais faire de quoi? Bon, merci Gisèle pour votre témoignage. Au moins, vous êtes une femme qui n'a pas peur et pas froid aux yeux, manifestement. Écoutez. Et je souhaite bonne année, merci. Bon Noël et de bonnes fêtes à tous ceux qui nous écoutent et surtout ceux qui sont seuls comme moi. Je suis toute seule avec mon chat. C'est pas foutu. Il faut s'entourer, téléphoner, sortir un peu, voir du monde, aller vers les autres. Voilà. Merci Gisèle pour votre message. Je vous souhaite un bon Sophie. Noël. Merci de votre appel. Au revoir. Bonne fête. Bonne fête à Au vous. revoir. C'était Dean Martin du Vintage sur Europe 1. Let it snow, let it snow. Bonsoir Sophie. Coucou. Let it snow. Let it snow, ouais. Ce serait chouette d'ailleurs, en plein réchauffement climatique. On dirait let it snow. Allez, hop, c'est parti. On aimerait bien qu'il neige. Il y avait un joli film comme ça. Y aura-t-il de la neige à Noël? Je me souviens. Oui, mais vous savez ce que ça veut dire, let it snow? Ça veut dire laisse faire, hein? Oui, aussi. Lâcher prise. Couler. Ouais. Ça ira mieux demain. Ouais, ça ira mieux demain. Cette saison, finalement, de se dire ça en ce moment. Hein. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez, Sophie? Oh oui. Il n'y a plus de saison, vous savez. Non, il n'y a plus de saison, c'est vrai. C'est juste. Non, je suis morte de rire de l'auditrice précédente. De Gisèle, oui. Oui, non, mais pour une raison très simple, c'est que moi, c'est une partie de mon job de rencontrer des hommes. Ouais. Donc voilà, que les choses soient dites. Hein. Ouais. Mais c'est quoi votre job? On dit c'est une partie de mon job. Une partie simplement. C'est-à-dire? Vous pouvez le dire à l'antenne ou pas? Bien sûr. Oui. Je suis escorte. Ouais, escort girl, ok. Voilà. Donc, autant dire que... que c'est votre job, quoi. Non, que ça me fait rire d'entendre ce qu'elle me dit. Ouais, parce que, justement, dites-nous. C'est intéressant d'avoir votre avis. Ouais. Oui, parce que... ouais. Évidemment qu'il faut aimer le sexe, il faut aimer les hommes pour faire ça, parce que sinon, vous ne tenez pas. Hein. Mais au-delà de ça, il ne faut pas placer toutes ses espérances là-dedans. C'est ce que je veux dire. Oui, je comprends ce que vous voulez dire, avoir un peu de recul. Ouais. Bien sûr. Et c'est plaisant. Et le sexe, c'est comme un sport. Hein. Moi, je le prends vraiment comme ça. C'est quelque chose qui se pratique et c'est aussi une façon de rencontrer des gens, mais en aucun cas, ça ne peut être une vie. Voilà. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Et puis quand vous dites c'est un sport, c'est une pratique, c'est ça que vous voulez dire. Et dans cette pratique, sûr. Plus on pratique, plus on sait et on a envie de pratiquer. Et moins on pratique, moins
on sait et moins on en a envie. Oui, c'est juste, hein, parce que c'est une pratique aussi corporelle. Hein. Donc, c'est vrai que le rapport au sport, je trouve, est aussi assez juste de votre part. Ouais. Et c'est vraiment très sain. Enfin, je veux dire, oui, et Freud ne vous contredirait pas, Sophie. Ne me parlez pas de ce vieux monsieur qui est mort. Non, mais quand je dis qu'il ne vous contredirait pas, c'est que c'est quand même de lui qu'on tient que beaucoup de nos névroses, en tout cas, c'était ce qu'il a le savoir et c'est vrai que c'est un domaine dans lequel, lorsqu'on est à l'aise, ça nous rend un peu plus souple, on va dire, dans la vie, ou un peu plus fluide dans nos rapports. Voilà. Fluide. Voilà, parce que c'est très encombrant quand ça se passe mal. Voilà, c'est très encombrant dans nos vies. Et on est très bien quand ça se passe bien. C'est clair. Parce que ça fait partie de nos besoins essentiels. Ah, mais c'est indispensable. Voilà. C'est une alimentation. Oui, d'une certaine manière. Oui, j'aime bien votre image. Une nourriture. Oui, et vraiment... quelque chose qui nous nourrit, au sens où c'est quelque chose qui nous nourrit, bien sûr. Oui, et vous savez, surtout, je crois, par rapport à ce que disait cette dame, Gisèle, c'est que il ne faut pas se remettre soi-même en question quand on est rejeté. Ouais. Ça m'est arrivé hier soir, pas plus tard. Bon, et il n'y avait aucune raison à cela. Enfin, les choses étaient claires. Vous voyez, c'est quand même un rapport marchand, donc voilà. Il faut que les choses soient claires, c'est-à-dire que les photos sont échangées, ce sont des vraies photos, le tarif est dit, blablabla. Bla, bla, bla. Et malgré tout, vous ne savez pas pourquoi les âmes flanchent. Mais alors pourquoi vous n'avez pas c'est-à-dire c'est des histoires personnelles. Sophie, oui. Non, mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est vrai que dans l'acte sexuel, on est deux et tout seul à la fois. C'est-à-dire tout seul avec son histoire. Jusqu'à-là, je suis escorte. Oui, bien sûr. Non, bien sûr, c'est pour expliquer qu'on vous dit, mais ça ne parle pas forcément de moi et tout ne dépend pas de moi. C'est juste ce que vous êtes en train de dire, puisque j'ai dit on est à la fois deux et tout seul. Et c'est exactement ça. Et je pense qu'il y a une projection qui se fait, notamment moins des femmes finalement que des hommes. L'homme projette énormément sur la femme, puisque nous sommes des supports de fantasmes, il faut être clair. On doit correspondre à un certain nombre de normes, et vous rentrez dans les normes. Vous êtes là? Allô? Oui, bien sûr. Ah, pardon, c'est parce que je vous entendais plus. Ah oui, je vous écoute. Et donc, si la projection n'est pas juste à un poil de cheveux, pour ne pas dire autre chose, eh bien, vous êtes basé porte 12. Donc, il ne faut pas pour autant se remettre en cause, parce que c'est juste la société qui véhicule ce genre de phénomène. C'est pas l'homme en lui-même. L'homme, il est tout petit. C'est une petite chose. Hein. C'est un tout petit truc. Mais parce que vous avez le sentiment, c'est peut-être d'ailleurs le but de votre appel ce soir, Sophie, que ce sentiment d'être justement dans des cases, ou que les gens aujourd'hui, on est plus facilement dans des cases et que ça crée une solitude. Pas dans des cases. Malheureusement, j'aimerais bien y être. Ouais. Vous aimeriez bien y être? Oui. Ouais. C'est-à-dire, ça ressemblerait à quoi si vous étiez dans une case? Ce serait plus sécurisant. Je vous pose la question. Parce que la case, c'est la petite prison, c'est sécurisant. Il y a le gîte et le couvert, un toit, mais il y a des barreaux aussi dans une case. Écoutez, je l'ai pas connue, alors je peux pas savoir. Voyez la case, ça voudrait dire je suis cerné de quatre murs, hein, une case, on est casé, on est dans un petit espace, hein, on est dans une case. Oui. Oui. Mais bon, il se trouve que ça fait que je suis quand même seule ce soir. Hein. Oui, j'entends. Voilà, mais bon, j'ai mon petit chien, ma maman. Votre maman est avec vous ce soir, Sophie? Elle fait dodo, là. Elle fait dodo. Elle a quel âge, votre maman? Elle a, écoutez, elle vient d'avoir 79 ans. 79 ans. Et donc, vous avez réveillonné toutes les deux ce soir? Même pas, non, on va le faire demain. Parce qu'elle est un peu patraque, alors. Elle était patraque, ouais.
Et vous avez le sentiment, justement, quand vous parlez de case, du coup, ça me fait penser au fait d'être casé. Ce sentiment de solitude ce soir, c'est ça quand vous dites j'aimerais bien, en fait j'aimerais être casée, c'est-à-dire j'aimerais avoir cette vie, un foyer. Vous savez, Sophie, j'aimerais avoir des enfants, je ne peux pas en avoir. J'ai été mariée, on m'a divorcée. Bon, voilà, il y a ma vie, elle foire beaucoup. Le sentiment de ne pas choisir sa vie, le sentiment de ne pas avoir la vie qu'on a choisie, c'est ça, vous voulez dire vous diriez ça Non, je dirais que je rentre pas dans les bonnes cases, quoi. Mais la case que vous voudriez, une case que vous auriez aimée. Vous savez, j'accepte beaucoup de cases, moi. Hein. Oui, alors, oui, j'entends. Si on m'en propose une belle, mais je suis un peu exigeante aussi. Je suis une intello, bref. Je fais chier beaucoup de gens, je parle trop, mais, pardon. J'ai dit des gros mots. Mais au-delà de ça, je vais surtout quitter la France parce que trop de malheur. Vous savez, il y a un moment, il faut arrêter ici. Il faut changer de terre et aller voir si le printemps est plus beau ailleurs. Et vous allez aller où alors ? Je pars au Canada. Là, au mois de mars-avril, j'y suis allée, là, ça y est, j'ai tout repéré. Je pars à Vancouver, c'est très loin. Et je pars toute seule avec mon petit chien. Et votre maman ? Voilà. Ne me dites pas ça parce que je vais pleurer. Ah, pardon. Parce que d'un coup, je sais qu'elle est là ce soir chez vous et qu'elle dort, là. Elle le sait que vous partez ? Bien sûr qu'elle le sait. Et si vous l'emmenez avec vous ? Oui, mais non, parce que... Vous êtes sa seule fille ou il y a d'autres frères et sœurs ? Non, j'ai une sœur aussi, oui. Ah, donc il pourra prendre soin d'elle. Oui, mais elle va bien quand même. Elle va bien, oui. Oh oui, si vous entendez, vous prendriez une gifle. Elle est en pleine Tant forme. mieux. Ah bon, super. D'accord. Non. Ouais. Mais elle a une grosse grippe, donc c'est pour ça ce soir elle est pas traque. Oui, donc elle viendra vous voir au Canada. Oui, mais c'est un gros voyage. Oui, c'est un gros voyage. Ouais, c'est pas comme ça, c'est pas simple. Et puis, comme on habite, on a une grande maison, donc on a chacune notre appartement dans la maison. Alors, je suis là tout le temps. C'est pas pareil, hein. Là, je serai plus là. Mais bon, il y a Skype, il y a tout ça. Et pourquoi vous avez choisi Vancouver ? Parce que pour la chanson de Véronique Sanson. J'adore votre réponse. Comme je suis totalement fan de Véronique Sanson, j'adore votre réponse. Ouais. Je chante sur le port de Vancouver. Et voilà, c'est notre vie. C'est ma vie, c'est exactement cette chanson, quoi. Et puis non, mais c'est une des villes les plus belles dans le monde, où il fait le meilleur vivre, où je suis journaliste, donc je peux exercer mon métier là-bas. Arrêter, justement, parce que j'ai plus l'âge de faire ce que je fais. Ouais. Et donc de vous consacrer au journalisme. Oui. Ou autre chose, je ne sais pas, peut-être, on ne sait pas. Mais j'ai pas d'attache, alors. Vous avez quel âge, Sophie ? J'ai 47 ans. Ouais. Donc c'est une nouvelle vie, en fait, à laquelle vous vous préparez. Oui. Ouais, dans un changement d'année. En fait, vous avez envie de tourner une page, on sent. Oui. J'ai eu beaucoup de malheur, alors je pense que là-bas, j'aurai du bonheur. Et puis, de toute façon, il suffit de regarder la nature. Ouais. Et vous savez, c'est aussi ce qui nous manque, je me rends compte. J'adore Paris, je suis parisienne. On est parisiens depuis plusieurs générations. Mais ça va, quoi. On n'a plus le droit de rien faire ici. Et puis, on est tout le temps sous pression. Que ce soit les attentats. Moi, j'ai perdu un ami au Bataclan. Que ce soit la voiture. Il y a toujours quelque chose pour vous emmerder, quoi. Vous en trouverez d'autres des choses pour vous emmerder au Canada. Non, mais là, je plaisante parce que l'herbe n'est pas forcément plus verte ailleurs, mais moi, ce que j'entends, c'est pas tellement ça. Enfin, c'est le fait de se dire, j'ai envie d'être une femme neuve dans un endroit neuf pour moi. C'est ça qui compte, là. C'est votre histoire à vous. Vous voyez, parce que sinon, c'est la croyance de dire, l'herbe est plus verte ailleurs. Bon, on sait pas parce que... Mais non, Sophie, ne pensez pas que je sois naïve. Oui, faux. Ah non, je pense pas ça du tout. Voilà. Ce que je veux vous dire, j'ai bien étudié la façon dont ils traitaient, par exemple, les Indiens. Comment la société se régissait là-bas.
Et c'est très intéressant parce qu'il y a un respect. Quand une personne âgée, un handicapé ou un aveugle monte dans un bus, il y a 4 personnes qui se lèvent pour lui laisser la place. Vous voyez, moi j'appartiens à ce monde-là. Bien sûr. Non, mais je vous entends. Je disais juste en termes de généralité, voilà. Après, mais ça dépend où vous placez le curseur. Oui, mais de curseur, vous pouvez aussi prendre un bus à Paris, trouver que les gens se lèvent pas ou se conduisent mal, mais aussi vous levez vous-même ou vous voir des jeunes qui se lèvent et trouver que la vie est belle. Mais je suis lassée d'être seule à me lever. J'entends. Et vous pensez que les gens se lèveront plus que là-bas? Je n'ai pas au SDF dans la rue. Voilà, c'est tout. Et je dis pas que l'herbe est plus verte là-bas. Je dis juste que j'ai passé pas mal de temps pour savoir que je peux m'y plaire et sortir comme je veux m'habiller sans que je passe pour une dingue. Ou voilà. Alors, il y a plein de trucs chiants, hein, c'est clair. Oui, non mais moi ce que j'entends c'est la femme qui a envie de changer de vie et d'être neuve, et la citoyenne. Alors, est-ce que vous me permettez, Sophie, comme c'est Noël ce soir et que vous nous avez fait une confidence sur votre vie, est-ce que vous me permettez de vous faire un cadeau là tout de suite? Avec grand plaisir. Vous allez voir. Je vous embrasse et vous allez écouter un cadeau que Fabrice et toute l'équipe viennent choisir juste pour vous. Et moi, je vous souhaite un très beau voyage en 2017. La libre antenne, la nuit sur Europe 1. Quitté sur la voix de Véronique Sanson, spéciale dédicace à Sophie. Et oui, c'est difficile, le choix d'une vie, et moi je rêve pour vous de choses dont vous ayez réellement envie. Allez, je vous embrasse tous, un très très bon Noël encore une fois. On se retrouve demain, n'oubliez pas, à 22h sur l'antenne d'Europe 1 pour 3 heures de libre antenne. Et il est 1h, vous écoutez Europe 1, faites de beaux rêves, encore bon Noël, et à demain tout à l'heure 22h. Je vous embrasse tous.